Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts vidéo sur la crise du Covid-19. Aujourd'hui, nous nous sommes entretenus avec l'urbaniste Éléonore Pigalle, ainsi qu'avec le neuropsychologue Cyril Atkinson-Clément, qui ont récemment lancé une grande enquête en ligne pour essayer de savoir comment est-ce que les Français vivaient et percevaient le confinement. Aujourd'hui, je suis avec Éléonore Pigalle et Cyril Atkinson-Clément. Éléonore, vous êtes docteur en urbanisme et en aménagement de l'espace. Vous faites partie du laboratoire Ville et Mobilité Transport et vous êtes post-doctorante à l'université Gustave Eiffel, qui est donc née en janvier dernier de la fusion entre l'université de Paris-Est-Marne-la-Vallée et de l'USTAR. Vous êtes l'autrice d'une thèse soutenue en 2018 sur le système Pédibus en France et en Suisse romande, sur laquelle on va d'ailleurs revenir tout à l'heure. Quant à vous, Cyril, vous êtes chercheur postdoctoral à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de Paris, et vous êtes notamment un spécialiste de la maladie de Parkinson. Et vous avez en fait tous les deux lancé dernièrement une grande étude en ligne sur la crise du Covid-19, notamment les conséquences du confinement, pour l'université Gustave Eiffel et pour l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez revenir sur cette étude que vous avez lancée le 31 mars, si je ne m'abuse? Un petit peu avant, il me semble que c'était vers le 22, 23. En fait, on a lancé le premier jour de la deuxième semaine de confinement. Très bien. Je reviens juste sur le contexte du coup dans lequel cette étude s'inscrit. Donc, c'est surtout un contexte médiatique. Parce que d'abord, on a présenté ce Covid-19 comme étant un virus qui n'était pas forcément très grave, assimilable à une grippe. Il n'y avait pas besoin de masque ou de mesures particulières. Et je pense que ça a induit une sorte d'insouciance collective où tout le monde s'est laissé porter et a fait comme si ce qui se passait était à peu près normal. Il y a eu un changement de discours assez brutal avec l'interdiction des rassemblements, d'abord de 5000, puis de 1000, puis de 100 personnes, puis la mesure de confinement qu'on connaît aujourd'hui. Et à partir de là, à partir de cette annonce du confinement, on a eu des discours qui nous ont beaucoup interpellés, d'une part par certains médias et par certains de nos proches, sur la gestion de l'ennui en particulier. Le confinement n'avait pas commencé, on était déjà dans l'attente d'un ennui important qui allait être difficile à gérer. C'est ça qui nous a beaucoup interpellés et du coup on s'est posé deux questions. La première, finalement, comment la première préoccupation médiatisée pouvait-elle être focalisée sur cette notion d'ennui, alors que finalement on parle d'un virus dont on a droit au décompte tous les jours de nombre de morts en dizaines, en centaines par la suite. Et enfin, comment le confinement va être perçu, donc plus vraiment sa réalité, mais sa subjectivité du confinement, comment ça va être perçu et comment cette perception elle va évoluer à mesure que la durée du confinement va s'allonger. Et est-ce qu'il va y avoir des différences de profil? Est-ce qu'il y a des gens particuliers qui vont avoir certaines sensibilités? Et également des différences spatiales. En fonction de où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on est confiné, est-ce qu'on va le vivre différemment? C'est ça les questions principales qui ont animé le départ de cette enquête. Ensuite, sur le plan méthodologique, ça, ce constat, on l'a fait au tout début du confinement. Donc, on a travaillé pendant la première semaine pour mettre en place cette enquête et on l'a lancée au premier jour de la deuxième semaine de confinement. Donc là, on en est à peu près 4 semaines de recueil de données. On va avoir des données qui vont être centrées sur des aspects plutôt sociodémographiques. Finalement, qui sont les personnes qui nous répondent? Donc, quelles sont leurs catégories socio-professionnelles, leur rythme de vie, leurs habitudes, la composition de leur foyer. On va avoir des questions sur le confinement en soi. Donc, est-ce qu'ils ont changé de résidence? Est-ce qu'ils le vivent bien, mal? Est-ce que ça n'inverse aucune influence particulière sur leur vie? On va avoir des questions plutôt symboliques. Est-ce qu'ils ont peur de ce virus? Est-ce qu'ils ont l'impression de s'être adaptés à la situation? Comment ils perçoivent leurs actions? Comment ils perçoivent les actions et les ressentis des autres? Et enfin, on avait des champs libres, donc des questions assez ouvertes où on leur demandait de nous décrire, par exemple, une journée type en temps de confinement. Une journée type, qu'est-ce que c'est? Donc, plein d'informations qui nécessitent beaucoup de traitement et on pourra, j'espère, en tirer beaucoup d'informations et de conclusions. Très bien. Vous me disiez dernièrement, vous aviez déjà plusieurs milliers de réponses. Vous en êtes où là? Oui, à l'heure actuelle, on avoisine les 9000 réponses. D'accord. On commence à avoir un pool assez intéressant et on peut déjà dire beaucoup de choses. Après, ça prend beaucoup de temps pour l'analyser, faire ça proprement et tirer les conclusions les plus objectifs possible. Mais on a pas mal de répondants. Vous avez déjà... On s'y attendait pas du tout. Ah oui? On s'y attendait pas du tout d'ailleurs. Avoir autant de répondants. C'est parti très vite et assez fort. On a beaucoup de temps libre en ce moment, oui. On a beaucoup de profils différents, même si le profil qui est prédominant, ça va être des universitaires et des étudiants, parce que c'est là où on a nos réseaux personnels qui sont les plus importants.
mais on retrouve un petit peu tout, c'est assez varié, et du coup, on peut vraiment faire des analyses de profil assez exhaustives. D'accord, vous avez par exemple vous avez des régions particulières qui ont répondu, vous êtes plutôt un public... Alors, on a des réponses pour tous les départements de France, D'accord, c'est avec bien ça. des nœuds en particulier, là où il y a des villes universitaires. Alors Paris est absolument surreprésenté. Paris, l'Île-de-France est surreprésentée. On a également beaucoup la région d'Aix-Marseille, parce que c'est là où on a fait une thèse et on a pas mal de réseaux là-bas. On a également la région lyonnaise, Rennes, Nantes, Lille, Bordeaux. Montpellier, Toulouse. Ouais. Les grosses villes universitaires principalement. D'accord. Et, La Bretagne, pas mal, qui est bien représentée aussi. Ouais. ok, très bien. Et, pour ce qui est des premiers résultats, donc la question qui nous a intéressé en premier, donc celle pour laquelle on a vraiment pris le temps de pousser les analyses, c'était sur comment le confinement était vécu, et de manière très simple, les personnes, est-ce qu'elles le vivaient positivement, négativement, ou est-ce qu'elles jugeaient que finalement ça n'avait pas d'influence particulière sur leur vie de tous les jours. Oui. Donc là, le premier résultat, il est très basique finalement, quelle est la proportion de personnes qui ont répondu, et là on s'aperçoit qu'on a à peu près 59% des gens qui nous disent le vivre négativement, 21% positivement et 20% pour qui ça ne change absolument rien. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre, il bouge pas d'une semaine à l'autre. On s'attendait vraiment à avoir une évolution, que les gens, après 3 semaines, 4 semaines de confinement, ça commence à être assez négatif finalement, on s'attendait à ça, et absolument pas. On a une proportion qui reste très stable à un point ou deux maximum. Les gens qui le vivent bien dès le départ le continuent à le vivre très bien aujourd'hui, quoi. Alors, autant pour les réactions négatives, je vois de quoi il s'agit, mais pour les réactions positives, est-ce que vous pourriez développer davantage? Est-ce qu'ils ont avancé des raisons particulières? Alors justement, on a fait plein d'analyses différentes, et les premières, on a essayé de jauger finalement quelles étaient, parmi toutes les informations qu'on avait, celles qui expliquaient le plus cette différence entre le fait de vivre positivement ou négativement. Okay. Donc là, on a finalement trois paquets de variables, on va dire, qui jouent le plus. La première, c'est le sentiment de perte de liberté. Donc ceux qui ont eu l'impression de se faire enlever une part de leur liberté par les mesures de confinement le vivent particulièrement mal. C'est la variable la plus importante. La plupart de ces gens-là, j'imagine. Ce sont plutôt des urbains qui le vivent mal, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ceux qui sont plutôt en milieu dense, en fait, les territoires denses, là, ils le vivent assez mal. Et en fait, ces gens-là, pour la plupart, ils se sentent punis, ne comprennent pas du tout les mesures en fait qui s'imposent à eux. Et ils le vivent mal parce qu'ils se sentent isolés. Il y a un sentiment de solitude très élevé. Ils peuvent plus sortir, ils peuvent plus aller dans les cafés, dans les bars, les musées. Toutes ces activités culturelles en fait sont stoppées. Et pour ça, ils le vivent relativement mal. Et là, on a développé effectivement différents profils en fait de ceux qui le vivent bien, qui le vivent bien, qui le vivent mal. Allez-y, hein, vous avez déjà des profils types pour chacune des types de réactions. Ok, formidable, hein, je vous en prie, allez-y. Donc la première, la perte de sentiment de liberté. La deuxième, c'était effectivement ce qu'on imaginait, donc la gestion de l'ennui. On voit que finalement, les gens qui vivent bien sont des gens qui se sont adaptés, qui ont pris le temps d'essayer de découvrir de nouvelles activités dans leur quotidien. Et ceux-là, ceux qui sont allés, qui ont un petit peu changé leur espace d'activité habituel, finalement, ceux-là le vivent plutôt bien. Et le dernier point, ce qui est un peu surprenant, le dernier point qui sort significatif, c'est l'inquiétude. D'abord pour les autres, donc l'inquiétude pour ses proches, et ensuite pour soi-même. La peur d'être contaminé et le sentiment d'insécurité vis-à-vis du virus, c'est le dernier point qui explique cette différence entre le fait de le vivre bien ou pas. Je me demandais, cette peur plus pour les autres que pour soi-même, est-ce que c'est dû au fait que votre panel d'études, c'est en grande partie des étudiants, donc plutôt des gens jeunes, et donc qui seraient peut-être moins vulnérables au virus? Alors je ne pense pas particulièrement, parce qu'on a fait effectivement, on a rentré ces variables-là, est-ce que l'âge expliquait le degré d'inquiétude, et c'est pas quelque chose qui est sorti comme significatif. D'accord. Alors, il y a effectivement principalement des gens jeunes, on va dire entre 18 et 40 ans. 40-45 ans. On a aussi tout un panel qui va jusqu'à 80 ans à peu près, et on n'observe pas forcément de différence entre ces gens-là, ou alors très marginal. On a beaucoup de retraités aussi. Oui. D'ailleurs, ils s'ennuient beaucoup, les retraités. Bon, est-ce une nouveauté? Bon. Donc oui. Ensuite, pour ce qui est des profils, donc est-ce qu'il y a des profils un peu types de personnes qui vivent plus ou moins bien?
à notre grande surprise, on a observé une différence de genre. C'est-à-dire qu'on a une surreprésentation des femmes qui, finalement, le vivent positivement. Les femmes le vivent mieux que les hommes. On a tendance à davantage mieux le vivre. Okay. Alors, ça s'explique par les autres variables qui viennent après. Donc, je la retrouve. Donc, c'était par rapport à la composition du foyer. Très bien. Donc, on s'aperçoit que ceux qui le vivent bien, ça va être des couples avec enfants. Donc, ça nous surprend parce que quand on écoute les médias, on observe effectivement l'inverse. La gestion de l'école pour les enfants a l'air particulièrement coûteuse. Mais on a quand même, nous, une surreprésentation parmi ceux qui le vivent bien, de couples avec enfants. Et qui, dans les champs libres, là où ils ont pu rédiger, disent qu'ils le vivent bien, entre autres parce qu'ils ont le temps de s'occuper de leurs enfants, de les voir pousser. Il y a vraiment, ils prennent plaisir. On a eu beaucoup de mamans qui nous ont répondu dans ce sens-là, qu'elles prennent vraiment plaisir à faire les devoirs, à aider leurs enfants dans l'aide aux devoirs, mais aussi à leur faire à manger matin, midi et soir et d'avoir leur enfant près d'eux toute la journée. Donc là, il faudrait qu'on aille plus loin pour savoir combien d'enfants, est-ce qu'il y a des différences d'âge, voilà, je pense qu'il faut qu'on creuse un peu. Mais là, depuis qu'il y a l'annonce du 11 mai, finalement, la plupart des mamans nous disent j'ai pas du tout envie que l'école reprenne et je préfère garder mes enfants auprès de moi. Et ça, c'est une bonne majorité pour le moment. Okay. Ça va peut-être pas durer, mais pour le moment. Qu'est-ce que vous entendez par majorité? Ce serait les 2/3, les 3/4 des mères qui... On n'a pas encore quantifié, mais là, non, je peux pas vous dire, on n'a pas encore quantifié, parce que là, avec les 9000 répondants, sur la dernière semaine, on est à 500-600 à peu près. Oui, à peu près. 500-600, on n'a pas encore fait le décompte exact. Là, on peut pas chiffrer. Là, c'est vraiment de manière qualitative, descriptive. On a regardé un peu les champs libres et c'est vrai que les premiers résultats montrent que la plupart des mamans souhaitent conserver, continuer à avoir leurs enfants auprès d'eux. D'accord. Et alors, vous avez évoqué la façon dont l'évolution des événements influençait votre étude. Est-ce que, du coup, vous allez vous arrêter le 11 mai, vous aussi? Est-ce que vous allez mettre un terme à la récolte d'informations à ce moment-là, ou est-ce que vous allez continuer? Alors moi, je dirais que ça dépendra de la dynamique des réponses qu'on va avoir. Donc, si on continue à avoir un nombre de réponses suffisant par semaine pour en tirer de l'information pertinente, je pense qu'on pourra continuer peut-être 1 ou 2 semaines après la fin du confinement. Mais l'idée de départ qu'on avait, c'était simplement sur la durée du confinement. Donc, ces semaines-là seraient, on va dire, en bonus. D'accord, très bien. Pour en venir à des considérations méthodologiques plus générales, c'est assez rare de voir 2 spécialistes de disciplines aussi différentes que les vôtres travailler de concert. C'est la première fois que vous faites ça, ou vous avez déjà fait des travaux similaires par le passé? Alors, on va dire que ça s'est fait dans l'ombre. Okay. Ça fait longtemps qu'on se côtoie, on a fait nos thèses en parallèle, et au cours de nos thèses, qui n'ont effectivement pas beaucoup de rapports sur le fond, on s'est tous les deux beaucoup nourris des regards et des méthodes des autres disciplines. Ah, c'est bien ça. Donc, moi, je sais que dans mes travaux actuels, j'utilise des types d'analyse qu'Éléonore utilisait au cours de sa thèse. En particulier, tout ce qui va être analyse de discours, qui se fait peu, voire pas en sciences, en neurologie, en neurosciences, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer dans mes recherches à l'heure actuelle. Et moi, pareil avec toutes les méthodes de statistiques quantitatives. J'ai été piochée par là du côté de la psychologie pour essayer de m'inspirer, pour les utiliser et les intégrer dans ma thèse. La psychologie cognitive notamment, sur l'influence des comportements, comment les médias justement influencent les comportements des individus. Ok, c'est super. Après, il peut y avoir sur le fond, il peut y avoir un point d'accroche. Donc, moi, je travaille effectivement, je suis particulièrement expert sur la maladie de Parkinson et sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Ça peut paraître loin du champ de l'urbanisme et de la science politique, mais en fait, ce sont deux pathologies que j'étudie moi en tant que modèle finalement, parce que toutes les deux, elles vont altérer les capacités qu'on a à prendre des décisions. Donc, mon travail porte entre autres choses sur la neurologie des mécanismes de prise de décision, comment notre cerveau décide. Donc, on regarde finalement la même chose. Donc moi, je suis vraiment à l'échelle de l'individu, voire de l'organe, le cerveau. Alors elle va être à une échelle plus importante, tout ce qui va être sciences politiques, urbanisme, aménagement. Ouais. Mais il y a toujours cette notion de décision. J'y pense. Vous comptez publier quand? Vous avez déjà...
Alors, Bonne tout question. dépend ce que vous entendez par publication. Pour nous, publication, ça va être un article scientifique, donc ça implique tout un process qui est assez long. Déjà, il faut que l'étude soit finie et que les données soient récoltées, ce qui implique au plus tôt la fin de la période de confinement. Ouais. On a tout un travail de nettoyage de la base de données. Alors, nettoyer 9000 lignes de données, ça représente beaucoup de temps pour que tout soit assez propre et qu'on puisse enlever des données qui soient non exploitables, enfin, vraiment faire un filtrage. Et puis, on a toute la période d'analyse qui n'est pas que du simple clic-bouton et qui implique beaucoup de choses différentes. Une fois que ça c'est fait, il faut qu'il y ait une histoire à raconter, donc écrire l'histoire. Parce que là, on a plein d'histoires finalement. Ah ouais. Il y a beaucoup d'histoires et un article scientifique, c'est souvent des formats qui sont très très courts. Donc il faut choisir une histoire à raconter qui soit très précise, très argumentée, méthodologiquement très carrée. Sans frustration. On peut jamais tout dire. Ouais, vous pourriez presque faire une étude sociologique avec une compilation de témoignages. Les gens ont répondu vraiment aux questions où vous les invitiez à s'exprimer davantage, ou ils sont juste contentés de cliquer le QCM À notre grande surprise, les gens, ils ont bien répondu à tous ces champs libres, justement, et même dans les commentaires, ils nous disaient qu'il fallait encore plus de champs libres. Ils avaient besoin de s'exprimer, je crois. L'ennui a du bon. J'imagine, oui, en quelque sorte. Si vous voulez bien, on va passer à des considérations plus générales, puisque voilà, sur l'avenir de la ville à la lumière de cette crise. Hein, donc, on entend beaucoup dire qu'il y aura un avant et un après. Déjà, est-ce que vous y croyez? Comment est-ce que vous voyez les mois à venir, vous, avec vos avis de spécialistes? Comment est-ce que vous voyez la situation évoluer? Alors, avec notre avis, alors ça, c'est vrai que c'est une question qui est difficile parce que je crois qu'on se l'est même pas posée en tant que chercheur. Par contre, je vais vous répondre à travers les résultats qualitatifs et descriptifs qu'on a pu avoir, parce qu'il y a vraiment deux profils sur l'avenir, parce que justement, on a questionné en fait comment les gens se représentaient donc, leurs habitudes aujourd'hui, mais comment ils pensent, est-ce que le confinement, ça va changer leurs habitudes, leur mode de vie après. Et en fait, il y a deux profils qui ont émergé de nos résultats pour le moment. Il y a un côté, il y a des gens qui nous disent, de toute façon, ça changera rien du tout parce que on est des gens individualistes, on est des égoïstes. Le système, de toute façon, néolibéral dans lequel on vit ne changera strictement rien. C'est toujours les gros groupes qui vont fonctionner. Donc, de toute façon, aucun espoir. Voilà. Absolument pas d'optimisme. Par contre, on a l'autre profil, le deuxième profil. Et là, je trouve ça intéressant parce que c'est clairement des optimistes. Ils se considèrent déjà très vertueux dans leur mode de pratique alimentaire, leur mode de déplacement, leur mode de consommation. Voilà, souvent, il y en a d'ailleurs, ils nous répondent dans les commentaires libres, moi je suis déjà végane, donc mon comportement est vertueux et je n'ai rien à changer, quoi. Et en fait, ces gens-là, ils pensent vraiment ils ont vraiment un discours qui sont basés sur l'écologie, sur le bien-être de la planète, sur le bien-être environnemental. On est vraiment avec ce retour en fait à la proximité, les pratiques alimentaires de proximité, de l'entraide entre voisins. Et eux, ces gens-là, du coup, ce profil, ils pensent que ça va vraiment, le confinement, cette épidémie, va vraiment changer les systèmes de représentation et de pensée, et que l'État va en prendre conscience pour modifier en fait notre système capitalistique, pour justement donner une nouvelle vision à notre société, revoir nos échanges de biens et services, être plus autonome face à des grands groupes financiers et industriels. Ils veulent aussi revaloriser surtout nos services publics qui ferment tout doucement, progressivement dans le rural. Et en fait, ils disent, justement, ils dénoncent ce côté-là en disant, regardez, vous gouvernement, regardez nous sociétés, il y a des inégalités de territoire, faut en prendre conscience. Et inégalité de territoire, donc il y a service public, mais il y a aussi tout ce qui est connectivité numérique, le haut débit par exemple. Là on est en campagne, on a un petit peu de mal à être connecté, et il y a toute cette question d'attente en fait voilà, faire prendre conscience ils espèrent vraiment que le gouvernement va prendre conscience de cet impact et de ces inégalités pour revoir un peu notre système capitalistique néolibéral, quoi. Vous avez une idée de la proportion entre optimiste et pessimiste? Franchement, je pense que c'est moitié-moitié. Moitié-moitié, vraiment? Ah, c'est vrai. Franchement, ouais. Ouais. D'accord. On a vraiment, ouais, je pense moitié-moitié parce que c'est un commentaire sur deux, c'est comme ça. On n'a pas quantifié vraiment, attention, j'extrapole un petit peu là, c'est vrai.
Mais en parcourant comme ça, on était assez surpris d'ailleurs. D'ailleurs, on pensait même pas que notre questionnaire allait s'orienter sur le plan politique. On pensait pas qu'il y aurait eu des répercussions comme ça parce que, en fait, les gens sont vraiment en colère en fait contre le gouvernement. Et ça, je pensais pas du tout ça allait se répercuter dans le questionnaire puisqu'on parlait plutôt des modes de vie, des habitudes. Et là, en fait, ils sont en colère, notamment dans la première semaine avec les élections municipales. Ils sont très très en colère parce que justement, ils étaient dans ce flou complètement des consignes. Il y a eu cette transition où ils savaient plus quoi faire en fait. On doit aller travailler, mais pas tout le monde. On doit pas sortir, rester chez vous, mais en même temps aller travailler ou aller voter. Donc il y a eu tous ces discours un peu paradoxaux, ce qui a fait que les gens ils étaient complètement perdus, complètement dans le flou, et ils ont complètement perdu confiance dans le gouvernement. D'ailleurs, j'ai quelques citations que j'ai relevées exprès de nos entretiens là, de notre enquête. Par exemple, les élections municipales, ils disent qu'elles n'auraient jamais dû avoir lieu, que c'est extrêmement idiot et dangereux pour tout le monde. C'est une faute grave. C'est pour ça qu'ils attendent beaucoup du gouvernement là-dessus pour rétablir. Pour eux, c'est la responsabilité de l'État. Ah oui, ce qu'ils regrettent aussi, ils déplorent et regrettent, c'est une hiérarchisation dans les enjeux politiques, sanitaires et sécuritaires. Et là, je vais citer 3 citations. C'est une aberration d'avoir voté le 15 mars uniquement pour des intérêts politiques. La priorité absolue doit être la santé et la sécurité nationale et non des enjeux politiques locaux et nombrilistes. Et je ne fais plus confiance et je ne fais pas confiance à nos gouvernants qui font passer leurs intérêts avant les nôtres. Et pour eux, voilà, il y a vraiment ils ne font plus confiance parce que déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup confiance dans l'État, mais alors là, ils disent nos gouvernements, on fait encore moins confiance à nos politiciens qui gèrent notre France. Voilà. Et c'est vrai qu'ils dénoncent ces répondants qui sont de moins en moins optimistes. Hein. Là, c'est vrai que j'ai hâte de voir la suite justement de notre enquête pour voir s'il y a une chute de cet optimisme ou de cette confiance envers l'État, puisqu'en fait, plus on pense à notre hypothèse, hein, c'est que plus la durée du confinement va augmenter et plus les répondants risquent d'être exaspérés, en colère. Parce que là, ils sont quand même déjà bien en colère quand même, je trouve. Et voilà, ce qu'ils regrettent, c'est la dégradation, là je cite encore, c'est la dégradation de nos acquis sociaux, de nos services publics. Ils en ont marre des promesses qui sont non tenues. Ils en ont marre des non-mesures prises par le gouvernement alors d'une crise d'envergure qui est mondiale. Okay. Est-ce que vous avez un peu de détails, vous, Toujours. Quand vous parlez de la défiance, la colère des gens contre l'État, contre les autorités, est-ce que c'est plutôt le gouvernement, les échelles locales, les mairies, les départements ou... Non, ils parlent pas du tout des municipalités, enfin ils parlent pas du local, au contraire ils sont assez attachés. Hein, j'ai trouvé que nos répondants étaient assez attachés et ça se vérifie aussi dans la littérature scientifique. Ils sont assez attachés aux maires. Non, ils ont vraiment contre les mesures du gouvernement et du président de la République. D'accord. Du Premier ministre, président de la République et leur gouvernement. Quand bien même il y a des disparités régionales dans l'épidémie, on pourrait penser que ça fait partie des choses à explorer. Ouais, ça c'est une bonne question, c'est hyper intéressant ça, mais non, on n'a pas encore. Non, par contre, on avait quand même des disparités régionales, on avait vu ça, on a dans nos résultats. Sur le fait de pas bien vécu. Oui, sur ceux qui vivent mal, ouais. enfin ceux qui vivent mal le confinement, ils sont surtout dans la région Grand Est. Oui, d'accord. Donc l'autre grand foyer de l'épidémie. Ouais. Voilà. Et ceux qui le vivent bien, ils sont plutôt en région Occitanie. Ok, très bien. Bah, oui. Et ceux pour qui ça change strictement rien, ils sont en Normandie. Ok, très bien. Vous avez abordé la question des changements de comportement. Est-ce que vous avez des données sur le télétravail? Est-ce que dans les gens qui ont répondu, ça c'est intéressant. Est-ce que dans les gens qui ont répondu, vous avez des réponses qui disent ouais, mais dorénavant, je vais essayer de faire le plus de télétravail possible, j'ai vu que c'était possible, ce genre de choses. Tu veux répondre sur le télétravail ou non parce que le télétravail justement, nous on avait l'hypothèse que parmi les gens qui avaient l'habitude de travailler allaient mieux vivre le confinement. Et en fait, il n'y a pas d'effets statistiques qui sont ressortis. Pour eux, ça change. Il n'y a rien qui change.
en fait. Par contre, en fait, ce que je vois, moi, je me pose la question parce que j'ai pas les réponses. Et d'ailleurs, au laboratoire, on travaille beaucoup sur le télétravail. Et ça, moi, j'aimerais bien justement creuser cette question. Donc, j'ai pas encore les réponses. On n'a pas encore analysé ce côté-là. Mais tout ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que, poser au moins la question, est-ce que les gens qui sont en télétravail et qui ont une famille nombreuse avec des enfants, etc., est-ce qu'ils font vraiment du télétravail? Est-ce qu'ils ont vraiment la possibilité de faire du télétravail? Et ça, il y a un article dans l'Ouest France qui est sorti hier ou avant-hier qui disait justement le télétravail en réalité n'est pas du télétravail. Entre faire à manger à ses enfants, l'aide aux devoirs, on travaille à peu près 2 jours par semaine. Beaucoup de gens n'ont pas forcément les conditions matérielles, les logiciels aussi à disposition qui peuvent être payants par rapport à leurs entreprises. Euh, et là, et d'ailleurs, il y a le dernier article là, de Ouest France, c'est justement, il pose la question du burn-out chez les gens qui télétravaillent. Après, moi, ce que j'ai pu voir dans les résultats, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent que le télétravail soit complètement institutionnalisé et que les représentations changent. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur le lieu du travail qu'on ne travaille pas. Au contraire. Ça, d'ailleurs, à but personnel, je télétravaille beaucoup. Et c'est vrai que je pense moi, personnellement, on est quand même plus efficace à travailler. Il n'y a pas les temps de transport, en fait. Il y a un gain de temps énorme, pour ma part, à télétravailler qu'à faire 2 heures, 3 heures aller-retour de travail, de domicile-travail, de déplacement domicile-travail. Mais après, là, non, c'est des résultats qui sont à creuser, qu'on n'a pas encore creusé. Mais je pense que là aussi, il y a encore 2 positions. Il y a encore ces gens qui vont penser que ça va rien changer, et ce qui est complètement possible. C'est vrai, hein, on va peut-être retourner dans notre routine quotidienne et que ça changera rien dans les représentations. Ou justement, ça va peut-être se dire, voilà, c'est pas parce que je suis à la maison que je peux pas travailler, que je ne sais pas travailler. Après, voilà, il faut quand même avoir toutes les conditions matérielles nécessaires et il faut quand même du calme selon les métiers, je pense. Et puis tous les métiers ne peuvent pas télétravailler. Ouais. Mais voilà, je ne suis pas sûre à l'heure actuelle que télétravailler dans ces conditions-là soit réellement télétravailler comme on l'entend dans la définition du télétravail, quoi. Peut-être que cette crise sera un entraînement pour le télétravail, justement. Ouais. Non? Ouais, ça serait bien, ouais. Pour moi, à titre personnel, j'aimerais bien que les représentations changent, en tout cas. Très bien. Mais ça, effectivement, je pense que c'est aux employeurs aussi d'en prendre conscience. Les salariés aussi, en même temps. C'est général. C'est général, ouais. Mais en tout cas, je pense que les représentations sont encore trop fermées sur le télétravail. Il faut vraiment que les gens en prennent conscience. Et c'est pour ça que là, j'aimerais bien qu'on fasse un petit article là-dessus sur le télétravail, juste là-dessus. Parce que je pense qu'il y a des trucs à faire là-dessus sur le télétravail, effectivement. Est-ce que les gens ont changé leur représentation? Est-ce qu'ils ont pris conscience que télétravailler, c'est aussi c'est une autre manière de travailler, mais d'être tout autant efficace? Est-ce que ça a changé dans leur représentation? Ça, on a la question dans le questionnaire. On pourra, à mon avis, faire une petite publication là-dessus, vulgarisée, médiatique, quoi. Peut-être un journal, effectivement. Bien sûr. Ouais. Avant, après. Est-ce que dans les réactions à travers le monde à cette crise du Covid-19, vous avez vu des politiques urbanistiques intéressantes pour lutter contre cette épidémie ou pour ménager l'effet du confinement? Je pense par exemple à New York où il y a eu toute la 5e avenue, si je ne m'abuse, qui a été réservée aux promeneurs et aux joggeurs. Est-ce qu'il y a une initiative qui a retenu votre attention en particulier? Ça, je me suis pas trop renseignée là-dessus, mais effectivement, je vois de plus en plus l'urbanisme tactique, l'urbanisme temporaire, à travers l'aménagement des pistes cyclables, notamment dans Paris, en Île-de-France, pour justement, parce qu'ils commencent à penser des confinements, et que effectivement, là, il y a Valérie Pécresse qui annonce que le déconfinement se fera de manière progressive et qu'on ne pourra pas reprendre tous, réutiliser les transports en commun d'un coup, surtout avant l'été. Donc ça, voilà, après l'été, à remettre tout doucement les choses pour que les gens puissent retourner sur leur lieu de travail. Là, effectivement, j'imagine, il y a une politique derrière d'urbanisme tactique temporaire, qu'ils appellent ça, de réaménagement, de mettre en place des pistes cyclables sur les voies bus, par exemple, qui ne sont plus utilisées aujourd'hui, qui ont été stoppées. Ils pensent que justement, ça serait une solution à proposer pour pour éviter la proximité qu'il y a dans les transports en commun tout bonnement, quoi. Ouais, en plus de promouvoir l'activité physique et toujours le même discours sur la lutte contre la pollution. Voilà.
Voilà, bah justement, ma question suivante, c'était sur l'essor éventuel auquel on va assister des mobilités douces, en particulier le pédibus. Est-ce que vous pensez que ça, justement, c'est le moment ou jamais pour le pédibus, par exemple, d'être popularisé, de prendre de l'importance dans nos villes? Est-ce que vous y croyez? Ou est-ce que vous pensez que par la force des choses, on va continuer à emprunter le RER, le métro, les bus? Moi, j'y crois pas vraiment parce que j'ai travaillé 4 ans dans le pédibus, donc dans le cadre de ma thèse, en Suisse et en France. Et en fait, c'est vrai que ça a été un dispositif qui a été très médiatisé, très institutionnalisé, donc, et aussi très à la mode. Et en fait, il s'est avéré qu'en réalité, les gens, ils l'utilisaient pas tant que ça. C'était pas une pratique très utilisée. C'est une pratique très marginale, en fait, Mhm. et qui s'adresse à une population plutôt spécifique. Donc, je ne suis pas sûre que cette situation favorise le report modal vers des mobilités douces ou Le type vélo, pédibus au covoiturage d'ailleurs. ou le vélo même, la marche à pied. Non, En tout cas, il y a beaucoup de discours de ce sens-là. Effectivement, ils disent bien que le vélo, en tout cas pour l'Île-de-France, serait une super occasion de déployer énormément de vélos à mettre à disposition. Par contre, après, derrière, ça pose la question des stationnements vélos. Ça pose la question de... Parce qu'on a déjà vu tout plein de photos, effectivement, de vélos qui sont dans ces couloirs de bus et qui finalement sont collés les uns les autres et qui génèrent pas mal d'accidents de proximité, de problèmes de stationnement, de circulation. Donc finalement, à terme, je ne sais pas si c'est vraiment une solution, je ne sais pas. Je pense qu'il faut déployer plusieurs modes ouais. alternatifs, mais pas que miser sur un type de mode de déplacement, en tout cas. Quitte à, je sais pas, revoir la façon dont on exploite les transports en commun, avec des quotas de passagers dans les bus, je sais pas, des horaires réduits pour les métros, ce genre de choses. Vous y pensez, vous y croyez? Non, là-dessus, je vais être pessimiste. J'y crois pas du tout. Je vais être assez pessimiste. Mais après, pourquoi pas, hein, je sais pas. Là, c'est vraiment à titre personnel, Ouais, parce que j'ai assez peu d'espoir là-dessus, non. on est quand même dans un contexte très particulier où on est un peu dans ce que j'appellerais une sorte de nouvelle paranoïa urbaine où tout le monde se regarde en chien de faïence. Dès qu'on, ne serait-ce que se croiser dans les rayons d'un supermarché, on se met à avoir peur. Alors dans les transports en commun, ça va encore plus se poser. Donc, vous avez déjà, vous avez récolté des renseignements vous sur justement cette peur ambiante dans votre étude? La peur d'autrui, un peu, il y a la peur d'autrui, effectivement. Et en fait, c'était au tout début du confinement, de l'annonce du confinement. On a eu beaucoup des personnes plutôt âgées, des retraités, qui nous disaient qu'ils voulaient pas recevoir leurs petits-enfants chez eux parce qu'ils n'avaient pas envie d'être contaminés, hein, en fait. Parce que leurs petits-enfants habitent souvent dans des grandes villes, font des études ou habitent dans des grandes villes, etc. Et ils avaient très très peur que, justement, de recevoir leurs petits-enfants et qui contaminent les campagnes, le rural, les zones qui sont encore peu contaminées, quoi. Il y avait vraiment cette peur-là, par contre, chez les personnes âgées qui, d'ailleurs, ont été décrites plus à risque, plus vulnérables par rapport au Covid-19. Après, dans les transports en commun, on a assez peu de retours dans les questionnaires. Ouais. Pour moi, je crois que d'ailleurs, je n'ai pas vu de transport en commun encore apparaître. Ok, donc non, pour le moment, ouais, effectivement. La peur des autres, si, par contre, il y a une peur des autres, effectivement, parce qu'on est quand même face à un virus qui est invisible, qui est non palpable. Tout le monde devient potentiellement dangereux, en fait, dans ce contexte-là. Et on fait plus confiance à personne. D'ailleurs, on le voit quand on va faire les courses à côté. Les gens nous regardent, on est tous des extraterrestres. Ouais, à Paris, dans le 18e, là, c'est des scènes de western, hein. On se regarde en chien de faïence. On attend que l'autre bouge en premier pour voir. Ouais. Ça se ressent ici aussi, voilà, on est en campagne et ça se ressent. C'est plus avant en campagne, on sentait qu'on était étranger. Ouais. Mais là, on est dans étranger et dangereux. Ok. Alors justement, vous abordez la question des campagnes. Ça me permet de rebondir sur ma question suivante, qui est: est-ce que vous pensez qu'on va assister à un essor des campagnes également, avec avec une nouvelle vague de néo-ruraux, ou alors
je sais pas, un rejet de la ville peut-être, parce que c'est ça aussi, cette épidémie du Covid-19, c'est un mal qui frappe notamment les endroits denses. Donc voilà, est-ce que vous avez des gens dans votre étude qui vous ont dit que ah bah moi à la prochaine occasion je m'achète une maison à la campagne, ou alors la prochaine fois je vais à la campagne? Non, pas encore. Non, par contre, Je ouais. pense que notre étude, mais parmi d'autres, il y en a d'autres dans le même genre, ce qu'elle met en évidence, c'est qu'il y a une forme d'inégalité. Ça révèle vraiment des inégalités, parce que tous ceux qui ont pu partir à la campagne, donc ceux qui avaient les moyens, qui avaient une résidence pour des amis, qui avaient une villa, etc., tous ceux-là sont partis. Enfin, beaucoup. En Île-de-France, par exemple, on a certains départements, on a quasiment 30% de nos répondants qui ont quitté leur domicile pour aller dans des milieux davantage ruraux. Les Yvelines notamment. En tout cas, les Yvelines. Ok. Et ils ont indiqué où est-ce qu'ils étaient allés partis ou pas? Oui, alors principalement, effectivement, zone rurale. Après, on avait créé une carte de l'Île-de-France. On voyait où est-ce qu'ils partaient. Ils partaient un peu dans toutes les directions, excepté le Grand Est, nécessairement. Donc, ils partaient dans toutes les directions et principalement loin des grandes villes. D'ailleurs, on voit bien sur cette carte, elle est jolie parce que on voit les origines, destinations, et on voit toutes ces grandes villes qui explosent et qui fuient la ville pour aller dans le rural, quoi. Donc la Normandie, la Bretagne, la Creuse. Et quand vous dites grande ville, ça peut être aussi bien Paris que Lille, que Lyon, que Marseille. D'accord. C'est ces grosses villes-là, ouais. Nantes aussi. On a beaucoup de Nantais qui ont répondu. Ils ont pas mal fui aussi. Ok. Par contre, moi, j'espère que ça va changer un peu les représentations parce que même dans la littérature scientifique, il y a quand même beaucoup ce dualisme en fait entre urbains et ruraux. Et il y a beaucoup de confrontations comme ça, alors qu'en fait, dans les modes de vie ruraux, ils ont un mode de vie complètement urbain. Ils sont complètement urbains. Et en fait, j'aimerais bien effectivement, alors c'est encore à titre personnel, que les représentations des urbains changent vis-à-vis des ruraux là-dessus. Parce qu'il y a des choix résidentiels et c'est vrai que, je sais pas comment expliquer ça, mais là, par exemple, nous, on vit à Paris actuellement, mais je veux dire, c'est pas par choix résidentiel, c'est vraiment lié au travail. Comme beaucoup. Et voilà, et il y a vraiment ces représentations qui s'opposent. Alors là, ils en parlent pas dans les questionnaires. J'ai pas encore vu non, j'ai pas encore vu cette dualité dans les questionnaires urbains versus ruraux. Mais en tout cas, j'aimerais bien que ces représentations, notamment des urbains, mais même des ruraux, parce que finalement, ils communiquent pas beaucoup entre eux, mais j'aimerais bien que ces représentations changent et que ces dualités cessent un peu. Je pense que ça serait pas mal. Par contre, dans nos résultats, beaucoup de gens vivent à la campagne et vivent effectivement mieux. Ceux qui vraiment qui ont un manque de relationnel, qui se sentent isolés, qui se sentent punis, qui se sentent oppressés, c'est vraiment les citadins qui vivent dans un petit appartement. C'est plutôt les célibataires sans enfants qui sont habitués à faire des sorties culturelles, le théâtre, le cinéma, surtout les cafés, les restaurants. Et eux, ils le subissent beaucoup plus effectivement que les personnes en couple avec des enfants ou même les étudiants qui sont partis vivre chez leurs parents, ils le vivent mieux aussi parce que souvent ils vivent plus à la campagne ou hors grosse agglomération. Et là, c'est vrai que par contre, on a vraiment cette dualité. Ceux qui ont fui un peu leurs logements principaux vivent mieux ce confinement que les gens qui sont restés dans leur propre logement sans accueillir personne. Et là, on est plutôt sur des célibataires sans enfants, plutôt des cadres. C'est plutôt des cadres, des classes supérieures, des professions intermédiaires. Et là, tu avais peut-être un truc sur Paris là-dessus, justement, parce que Paris, Paris, c'est assez, bon, c'est un territoire, l'Île-de-France, pardon, plutôt, c'est un territoire assez particulier en France, quand même, qui est assez. Oui, on a une distribution, parmi ceux qui sont partis, on a vraiment une distribution, graphiquement, ça saute aux yeux. On a Est-Ouest, donc tous ceux qui sont dans la partie ouest de l'Île-de-France, en règle générale, sont partis. C'est là qu'on a les plus hauts taux de départ. Tandis que la partie Est est, elle, davantage restée dans son domicile. Donc, on sait qu'il y a une différence Est-Ouest en termes de revenus, niveau de vie, mais aussi sur le plan territoire, puisqu'on est quand même plus urbanisé côté Yvelines et Essonne, avec des gros emplois aussi, il y a des zones d'emploi très importantes, et le côté Marne-la-Vallée, où on est plutôt sur des territoires, la Seine-et-Marne, plutôt ruraux, espacés en tout cas. Il y a la même étude
plutôt le même type de résultats qui ont été mis en avant sur la ville de Marseille, où là on voit une différence nord-sud. Donc les quartiers nord de Marseille sont particulièrement pauvres, Défavorisés, et donc là les gens sont principalement restés chez eux, alors que la partie sud, qui est beaucoup plus aisée, là on a vraiment des départs dans tous les sens, a fui la ville. Vraiment ceux qui avaient les moyens sont partis. Il y a une différence, la situation actuelle met en exergue des différences de capacité financière pour s'échapper dans ce contexte-là. Ouais, de la grosse ville. Léonard, oui, dans votre thèse sur le pédibus, vous avez vous êtes fondé notamment sur le concept de Safe City pour la sécurité des enfants qui vont à l'école à pied et en groupe. Est-ce que vous pensez que ce concept va s'enrichir maintenant avec la question de la sûreté sanitaire, hein? On pourrait imaginer des pédibus où les enfants ne se tiendraient plus la main, peut-être, marcheraient à 1 mètre de distance les uns des autres. Mais oui, non, mais ça peut paraître un peu anecdotique, voire dérisoire, mais bon, je pense que c'est le genre de questions qu'il faudrait qu'on se pose maintenant, hein, très concrètement. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé comme ça, mais ouais, c'est vrai. Effectivement. C'est difficile la question parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le pédibus c'est déjà une pratique très marginalisée. Après, je sais pas trop quoi répondre là sur le côté Safe City. Après, moi je trouve qu'on vit déjà dans une société euh, très hyper, enfin un peu hygiéniste, enfin vraiment très hygiéniste, très dans la sécurité, très dans le contrôle, la régulation. Donc d'ailleurs le pédibus c'est un exemple flagrant de cette régulation d'hypersécurité. Voilà, on aime bien quand les enfants sont deux par deux, se tiennent la main, ils sont tous en rang, ils vont tous ensemble à l'école pour la sécurité de tout le monde. Finalement ça rassure plus les parents que les enfants parce que bon c'est comme ça, après c'est culturel. Moi franchement je pense vraiment que ça changera pas grand chose sur revoir les modes sur les modes de penser peut-être, mais je pense que c'est déjà des gens qui vont déjà être sensibles en fait à ce genre de discours, c'est déjà des gens sensibilisés. Là, moi, je vois avec le pédibus, mais même avec, là, je travaille aujourd'hui sur le covoiturage, on retrouve les mêmes résultats. Les gens qui vont pratiquer ce type de mobilité, hein, qui sont complètement institutionnalisés à la mode et complètement encouragés par les politiques publiques, mais aussi le privé, on est sur des profils bien spécifiques sur ces nouvelles mobilités-là. Et c'est des gens qui sont déjà prédisposés, en fait. C'est comme s'il existait des dispositions sociales en faveur de ces nouvelles mobilités. C'est des gens qui sont souvent membres d'associations environnementales, d'éducation, de sensibilisation, voilà, comme je vous disais, sur le plan santé, mais aussi très investis dans leur ville aussi, dans leur quartier, la protection de leur quartier. C'est des gens qui aiment bien contrôler leur entourage quand même. Enfin, c'est des gens qui sont très investis, faites des voisins par exemple. D'accord. Donc on est sur des profils souvent plutôt des mamans, des mères au foyer, avec des bons revenus, voilà, membres d'associations. Du temps libre. Voilà, des catégories supérieures aussi, qui ont du temps, qui ont beaucoup de temps aussi. Donc je pense qu'en fait le pédibus ou tous ces autres modes, hein, mais même le vélo, hein, je pense, bon, j'ai pas fait d'études sur le vélo, mais je pense qu'on retrouve un peu les mêmes types de populations. En tout cas, ces gens qui seront sensibles à tout ça, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un réel report modal en fait. D'accord. Et que des gens qui utilisent la voiture aujourd'hui, qui un peu souvent, en plus on accuse souvent les périurbains ou les ruraux d'utiliser un peu trop la voiture, mais en même temps, je veux dire, c'est une question de choix, mais en même temps ils ont pas le choix. Enfin, je veux dire, faut pas leur taper dessus quoi. Ouais. Et pourtant ils sont un peu pestiférés, même dans la littérature scientifique. Et ça, c'est un peu dommage. Mais ça, je pense pas que effectivement ça change grand-chose à l'arrivée. Je pense que c'est déjà des gens prédisposés en fait à l'utilisation, à la pratique de ces modes actifs ou ces types de transport en tout cas. Alors maintenant, est-ce que vous auriez donc voilà trois coups de cœur, un coup de gueule à nous partager? En lien avec la situation ou pas nécessairement? Bah, ça dépend, en lien avec la situation actuelle, en lien avec votre discipline ou non, voilà. Alors, moi, je vais mettre un coup de cœur sur un film. Ok. Bon, il porte bien son nom, Contagion, donc de 2012. Alors, ça ne m'étonnerait pas, on vous en a déjà parlé. Ouais. Donc, avec un super casting, Matt Damon, Jude Law, Marion Cotillard, etc. Et
Bon, je parle de celui en particulier parce qu'il aborde plusieurs notions qu'on vit finalement concrètement maintenant, on passe de la fiction à la réalité. Donc il y a cette notion de l'aléatoire dans la transmission et dans l'impact d'un virus. On voit que les règles, pourquoi certains sont touchés, comment ils sont touchés, à quelle amplitude, etc. C'est pas si évident à percevoir. La règle mathématique qui est derrière, elle est relativement compliquée en admettant même qu'il y en a une. On voit aussi l'importance des liens sociaux, et finalement comment nos libertés de mouvement, donc le bateau, l'avion, tous les déplacements, sont des vecteurs pour le virus. Et le dernier point par rapport à ce film que je trouve intéressant, c'est la notion de compétition dans la recherche. Donc dans ce film, on voit que tout le monde est en compétition pour trouver la solution, le traitement, le vaccin. Chacun aura la petite perle qui permettra d'avoir un prix Nobel de la santé. Oui. Et c'est un peu, Et on voit c'est ça un peu tragique parce que dans le monde de la recherche, les différentes politiques qui sont mises en place depuis de nombreuses années poussent à ça. Il n'y a plus réellement de collaboration ou alors à la marge, et il y a une compétition entre chercheurs. Celui qui publiera le plus d'articles dans les plus grosses revues, et on ne travaille plus réellement ensemble, et on observe régulièrement des sabotages entre équipes, donc des équipes qui vont se tirer dans les pattes. C'est des choses qui arrivent. Pas partout, heureusement, pas tout le monde, mais c'est des choses qui arrivent et qui sont c'est devenu systémique finalement. Et Ouais. je serais heureux du jour où on pourra faire de la recherche tous ensemble dans un même objectif et pas réellement en compétition, parce que là, la situation actuelle le montre aussi. Oui, La France et l'Europe cherchent leur traitement, la Chine cherche le sien, les États-Unis le sien, et je serais très surpris que les chercheurs communiquent leurs réelles données les uns avec les autres. Et pas que dans les discours, mais agir, avoir une réaction, quoi. Parce que dans les discours, on fait tous de l'interdisciplinarité, on travaille tous ensemble. En réalité, on dit pas tout. On est bien d'accord. Et ton deuxième film, non? J'avais un deuxième film coup de cœur, alors je sais qu'en vrai il y en a qu'un. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est lâché, c'est lâché. Il est plus politique, et à mon avis beaucoup moins connu, c'est Eight Wonderland de 2008. D'accord. Un film d'étudiant. Juste pour le petit synopsis, donc c'est la création d'un nouveau monde, un monde qui en l'occurrence va être virtuel, et où les décisions et les règles sont prises de manière très horizontale, où chacun peut participer à la décision. En fait, toutes les décisions prises dans ce nouveau monde virtuel sont votées. Pour moi, ça représente un petit peu un genre d'idéal, un système rêvé, et en même temps, je ne suis pas complètement naïf, je sais que c'est un peu une chimère, donc pour ça, premièrement, je recommande d'aller voir le film, et ensuite, je pense à deux exemples qu'on a très proches de nous. L'exemple de la Suisse, où beaucoup de décisions sont votées et où on voit par contre qu'on a des taux d'abstention qui sont importants, que les projets de loi cachent souvent un loup. Et je pense aussi au Royaume-Uni avec le cas du Brexit où ça a été voté, ça a été pris finalement comme un outil politique, je sais pas ce qu'on peut dire, démagogique, dans des objectifs de carrière, et où ça s'est retourné un peu contre ceux qui l'ont utilisé, et je pense en particulier à Tony Blair qui a un peu disparu de la circulation. Donc voilà, un film coup de cœur que je recommande et qui est, je trouve, politiquement intéressant sur les prises de décision et l'implication des citoyens à l'intérieur de ce système. Ok, très bien. Dernier coup de cœur ou directement le coup de gueule? En fait, je me dis que le coup de gueule et le coup de cœur, ils peuvent aller ensemble. Moi, c'est juste une recommandation d'un auteur qui m'a beaucoup inspirée dans mes travaux et où j'ai démarré en fait en lisant beaucoup ses livres. C'est Sophie Dubuisson-Kellier. Elle a écrit un bouquin sur gouverner les conduites. Elle est sociologue et directrice de recherche au CNRS. Et en fait, elle a étudié différentes politiques publiques qui cherchent à gouverner les conduites des consommateurs, notamment dans les politiques publiques de la consommation durable. Donc, tout ce qui est affiche environnementale, affiche de sensibilisation. Et en fait, dans ce livre, elle explique que le gouvernement des conduites, c'est quoi? C'est une intervention de l'État qui va passer par toute une série de formes d'incitation pour changer, guider, orienter, modifier nos comportements dans nos manières de consommer, de penser. Et en fait, avec mon pédibule, je m'en suis beaucoup inspirée puisque ça passe beaucoup par les campagnes de sensibilisation, d'information pour changer les comportements des gens. Et là, ils vont passer par plein de registres, ces politiques vont passer par plein de registres discursifs comme la responsabilité individuelle, la morale, mais aussi la culpabilisation, pour mettre la responsabilité sur nous, citoyens, pour résoudre des problèmes collectifs, des problèmes publics qui nous concernent tous, en l'occurrence le développement durable, la crise sanitaire, etc.
Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'elle déconstruit en fait avec plein d'exemples. Et moi, je trouve que Bédard, c'est un très bon exemple de l'interdisciplinarité, puisqu'elle est sociologue, et elle vient piocher du côté de la psychologie cognitive pour mieux comprendre l'individu et mieux comprendre comment on est influencé dans nos choix, dans nos manières de consommer. Et en fait, moi, je dis que ces formes d'intervention, c'est là qu'il faut faire attention, mais là, c'est pareil, c'est à titre personnel. Ces types d'intervention de l'État, hein, mais c'est toutes ces injonctions un peu étatiques qu'il y a derrière, elles ont tendance à fabriquer, à normaliser les comportements et même nos manières de penser, nos modes de vie. Et là, moi, je trouve que c'est dangereux puisqu'en fait, ça vient anesthésier tout débat, en fait, et toute prise de recul possible, toute analyse critique. Et là, moi, je trouve que c'est dangereux puisque, en fait, bah, finalement, ça tue le débat et ça remet complètement en cause, bah, finalement, notre système démocratique pour faire très large. Et là, je trouve que ça va être notre coup de gueule un peu aujourd'hui. C'est sur les médias, justement, la place des médias et du chercheur et des experts. C'est un coup de gueule qu'il faut vraiment qui doit être très pondéré. Oui, bien sûr. Et, alors on sait que c'est un sujet délicat et en même temps, je pense qu'il faut l'aborder. On sait que les médias sont à la fois notre coup de cœur, enfin peuvent être notre coup de cœur, ils sont un petit peu notre coup de gueule du jour, parce que c'est un outil, c'est des gens, et c'est un outil qui est une puissance énorme, ça influence des masses. Chaque mot qui est prononcé dans un média, en particulier les médias nationaux, sont écoutés par des centaines, des milliers, voire millions de personnes. Ils sont indispensables. La question se pose même pas. De préférence indépendante. Et on trouve qu'il, dans certains cas, il manque un petit peu de nuance, un petit peu d'ouverture. Et en fait, ce qui nous gêne le plus, c'est certains invités, enfin, plutôt la fréquence de l'invitation de certaines personnes. Donc, on retrouve régulièrement des gens qui sont présentés comme experts et qui vont donner leur avis sur des situations XY qui sont toutes très différentes les unes des autres. Et nous, en recherche, on voit qu'on peut être expert de choses extrêmement petites et qu'on va avoir beaucoup de mal à sortir de notre champ d'expertise, à se prononcer sur le reste, et que même sur notre champ, on va être très mesuré. Et on a beaucoup de chercheurs en France, on a beaucoup de gens qui sont experts de plein de choses. On se demande pourquoi ces gens-là, finalement, ne sont pas davantage invités, pour présenter leurs opinions, leurs résultats, à être mis en débat, à être questionnés, critiqués, en fait, pourquoi on retrouve des gens qui sont invités régulièrement à les mêmes personnes et qu'on considère, le petit mot que j'ai eu tendance à mettre dessus, c'est un peu des véritologues, finalement, qui sont invités de manière trop fréquente. On est un petit peu gêné par ça et voilà, on aimerait un peu plus la place du chercheur, même s'il est peut-être moins présentable, même si des fois il parle de manière moins audible, moins simple, mais voilà, on aimerait qu'il prenne davantage d'espace. Ça, c'est le rôle du média, à notre sens. Le rôle du média, c'est de laisser une place aussi à ces experts, à ces médecins, à ces chercheurs, à tout ça, pour diffuser au plus grand nombre, parce que finalement, les médias sont indispensables, effectivement, pour la diffusion des informations, des recherches actuelles et futures, quoi. Et c'est pour ça qu'on vous a invité pour ce format long où on va le moins couper à la parole. Voilà. On arrive à la fin. Merci énormément d'avoir répondu à nos questions. C'est un vrai plaisir. J'ai hâte de voir jusqu'où votre étude va vous mener. Et, nous aussi, c'est que le début. C'est que le début, bah oui. On attend le livre maintenant. Merci, bonne journée. Et puis bon fin de confinement aussi. Hein. Oui, merci également. On peut se le souhaiter maintenant. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette interview que vous pourrez retrouver sur toutes les grandes plateformes de podcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On a d'autres entretiens comme celui-ci en préparation, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.